Tous nos participants sont installés, je les vois même souriants, donc c'est parfait. Dans une minute maintenant, on laisse peut-être les retardataires s'installer, se mettre confortablement devant leur écran, et puis eh ben, évidemment, on va attaquer. On a prévu de passer une trentaine de minutes ensemble et de vous faire vivre effectivement cette séquence avec beaucoup de peps, beaucoup de punch, et puis aussi, et surtout, beaucoup de réponses qui pourraient vous intéresser, car les retours de ce sondage, hein, c'est notre deuxième sondage, vous verrez, ça interpelle. Donc, il est midi 2, il est, comme nous en étions convenus, le moment de commencer notre Facebook Live. Je renouvelle à ceux qui viennent de nous rejoindre la bienvenue. Quelques mots peut-être pour commencer et vous dire ce que l'on va faire ensemble. L'idée de ce Facebook Live, c'est effectivement de vous présenter le deuxième sondage sur la sobriété. Je dis bien deuxième sondage, car effectivement, il y en avait déjà un l'an dernier. Ce deuxième sondage est toujours fait avec effectivement un partenaire fidèle, l'Institut Via Voice, et pour le compte du pacte civique, comme d'habitude. Hein. Je rappelle que le pacte civique, la sobriété, est dans son ADN depuis sa création en 2011, et sans doute d'ailleurs dans la continuité d'un livre qu'avait écrit Jean-Baptiste de Foucault et qui s'appelait L'abondance frugale. Donc voilà, on parle d'un sujet qui nous passionne tous, la sobriété. Via Voice va nous donner dans quelques instants les résultats de ce sondage. Ce que je veux dire également, c'est que dans cette aventure-là, on a deux partenaires là, également très fidèles. Ils ne sont pas qu'un partenariat financier, ils sont un partenariat de conviction. Il s'agit de la Fondation du Crédit Coopératif et puis la Fondation Massif. Donc, merci de cet accompagnement en fidélité. Je vous rappelle que le sondage de l'année dernière sur la sobriété, en fait, lui, il portait sur les particuliers. Cette année, notre sondage, lui, va se porter davantage sur la perception par les salariés dans le monde de l'entreprise sur effectivement notre sujet, la sobriété. Voilà, je ne suis pas plus long, j'ai posé le cadre et donc maintenant nous allons avoir le plaisir de découvrir les trois personnes qui vont alimenter ce Facebook Live. On commence cette présentation. Alors, vous connaissez la règle du jeu, hein. Vous nous dites qui vous êtes, mais vous dites surtout d'où vous parlez, qu'on sache bien ce que vous faites là. C'est un point important sur lequel j'insiste toujours. Marcella, on peut commencer par vous. Qui êtes-vous et que faites-vous là? Bien sûr, merci Claude. Je suis Marcella Scarron, secrétaire générale de la Fondation Massif. Et alors la Fondation Massif, c'est une fondation d'un grand acteur mutualiste qui soutient l'innovation sociale, les actions de transformation sociale et qui soutient le pacte civique depuis quelques années, justement, et notamment ce sondage sur la sobriété. Merci. Ensuite, Nicolas Planty. Qui es-tu et que fais-tu là? Bonjour Claude, bonjour à toutes et à tous. Je suis Nicolas Planty, moi j'ai 41 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis chef d'entreprise et au Pacte Civique depuis une dizaine d'années et j'interviens aujourd'hui pour faire vivre cette sobriété qui est une des valeurs fondatrices du Pacte Civique et cette sobriété en entreprise. C'est vraiment à ce titre-là que je suis présent aujourd'hui avec un objectif qui est de faire vivre avec le Pacte Civique cette sobriété qui est nécessaire, que l'on veut non subie, que l'on veut choisie. Et pourquoi pas, on verra dans quelle mesure. On la voudrait également un peu jubilatoire ou joyeuse en tout cas. Merci beaucoup. Très bien, le fameux joyeuse, je signe de suite, Nicolas. Alors, on va terminer effectivement par un invité qui a encore peut-être plus bossé que nous pour cette séquence. Alexandre, qui es-tu et que fais-tu là? Alors bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous regardent. Donc moi je m'appelle Alexandre Pise, je travaille chez Via Voice, je suis chargé d'études. Via Voice, c'est un institut d'études d'opinion basé à Paris. On fait des études sur vraiment tout un tas de sujets, des sujets politiques, de société, de santé. Et donc moi j'ai fait partie de l'équipe qui a réalisé à la demande du pacte civique cette étude et c'est moi qui vais vous présenter les principaux résultats aujourd'hui. Merci, Alexandre. Eh bien, Alexandre, tu avais la main. Je te propose de la garder et de nous entraîner dans la découverte des résultats de ce sondage. Merci à toi. Eh bien, allons-y. Est-ce que vous pouvez me dire quand vous voyez le rapport à l'écran? C'est excellent. C'est excellent. Très bien. Eh bien, allons-y. Donc, cette étude, sur quoi elle porte effectivement, c'est la deuxième étude qu'on réalise pour le pacte civique. On en avait réalisé une première
déjà sur la thématique de la sobriété auprès des particuliers, et celle-ci, elle a été réalisée auprès de salariés, parce que cette fois, après avoir vu les résultats auprès des particuliers, le pacte civique voulait aller plus loin et voir les résultats auprès des salariés. Donc, cette étude, elle a interrogé 1000 salariés français d'entreprises d'un salarié et plus hors du secteur public, avec un échantillon représentatif en termes de sexe, d'âge, de région, de catégorie d'agglomération, de secteur d'activité et de taille d'entreprise. Elle a été réalisée du 13 au 17 mai 2022. Cette temporalité, elle est très importante à avoir en tête parce qu'à ce moment-là où les questions ont été posées aux salariés, le sujet de la sobriété n'avait clairement pas la même place dans les médias ou dans le débat public qu'il a maintenant. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce ne sont pas les perceptions actuelles des salariés, ce sont des perceptions plus antérieures. Mais pour autant, ce sont des perceptions qui nous apprennent énormément de choses. Donc, qu'est-ce qu'on a demandé aux salariés dans cette étude? On a commencé par leur demander s'ils avaient déjà entendu parler du concept de sobriété en entreprise. 72% nous disent que oui, ils en avaient déjà entendu parler, dont 47% qui voyaient bien de quoi il s'agit. Donc, 1 sur 2 qui, a priori, connaissaient bien le concept. On leur a ensuite demandé s'ils comprenaient ce concept, et là, on est sur le même score, on est sur 72% de oui, mais la structure de la réponse est un peu différente, puisqu'on est à 30% qui nous disent qu'ils le comprennent très bien. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on avait des salariés qui connaissaient le concept, qui en avaient entendu parler, mais dont la compréhension n'était pas complètement en adéquation avec cette connaissance. Donc, il y avait peut-être encore un besoin de pédagogie et de définition de ce que c'était que la sobriété en entreprise. Ensuite, petit fait intéressant, on y reviendra pendant ce live, mais vous voyez les courbes en dessous des graphiques qui montrent en fait les résultats selon les tranches d'âge. Et on voit que ce soit la connaissance ou la compréhension du concept, on a des résultats qui sont plus forts chez les plus jeunes, chez les 18-34 ans. On a ensuite demandé, d'un point de vue plus personnel à ces salariés, est-ce que l'organisation dans laquelle ils travaillent est sobre? 66% nous ont dit que oui, ils travaillaient dans une organisation sobre, donc 2/3, ce qui est un résultat qu'on peut quand même considérer d'élevé, mais quand on regarde quand même dans le détail des réponses, on est à 19% de oui, tout à fait. Donc, même si 2/3 nous disaient que l'organisation dans laquelle ils travaillaient était sobre, les résultats n'étaient pas forcément extrêmement marqués. C'était peut-être pas une sobriété forte ou une sobriété profonde. Et ensuite, on leur a demandé si la sobriété appliquée dans l'organisation dans laquelle ils travaillaient était mesurée à l'aide d'indicateurs. 46% nous ont dit que oui, il y avait déjà des indicateurs donc, au mois de mai qui étaient mis en place dans leur organisation pour mesurer la sobriété. 22% nous ont indiqué que c'était des indicateurs qui étaient partagés en interne et 24% que c'était des indicateurs qui étaient limités à une diffusion direction. Donc, ce que ces deux questions nous apprennent, c'est que déjà la sobriété était à ce moment-là un sujet dans les entreprises parce que certaines l'appliquaient déjà, certaines avaient déjà des indicateurs, mais qu'on n'était peut-être encore pas au balbutiement, mais que c'était pas forcément une pratique extrêmement marquée, encore une fois, mais que c'était déjà une pratique qui était présente. Ensuite, on leur a demandé, pour qu'une entreprise soit plus sobre, quelles sont les dimensions qui leur paraissent prioritaires. Donc, on leur a présenté donc, cette liste de dimensions de la sobriété conçue avec le pacte civique, qui est spécialiste de cette question donc, depuis une dizaine d'années. On a deux résultats, on va dire, deux dimensions qui sont ressorties par rapport aux autres. Le premier, c'est la réduction de la consommation d'énergie et de l'empreinte carbone, donc une sobriété énergétique. C'est la réponse qui est le plus ressortie à 36%. Et en seconde position, on a la gestion des stocks pour éviter les surplus et le gaspillage, donc plus une sobriété de production à 30%. Ce qui est intéressant sur cette question, c'est qu'on voit qu'on a quand même des résultats assez homogènes. Si vous regardez les chiffres, on n'est pas à une dimension qui est à 60% pendant qu'une autre est à 5%. Vous voyez qu'une fois qu'on commence à rentrer un peu dans la liste, on est autour de 18, 21, 24%. Donc, on considère que c'est des résultats qui sont homogènes. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est que toutes les dimensions de la sobriété sont considérées. La sobriété, ce n'est pas que la sobriété énergétique, c'est tout un ensemble de choses, y compris les dimensions plus humaines. Ça, ce sont les items que vous voyez dans un bleu un peu plus clair. La bonne qualité des relations humaines entre les dirigeants et les collaborateurs, l'encadrement des rémunérations, la participation des salariés aux prises de décision d'entreprise, tout ça, ce sont également des dimensions qui sont considérées et donc la sobriété ne se limite pas
à la sobriété énergétique d'après ses salariés. Ensuite, on a repris ces dimensions et on leur a demandé, pour chacune d'entre elles, est-ce que l'organisation dans laquelle vous travaillez applique cette dimension de la sobriété? Et on leur a également demandé dans une autre question, sans mettre en lien les deux questions, parmi ces dimensions, lesquelles est-ce que votre entreprise devrait mettre en place en priorité? Et donc là, ce qui est intéressant, vous avez la hiérarchie sur ces deux colonnes, voilà le classement en fait, de chacune des dimensions, c'est qu'on a des différences entre ce que les entreprises font, les organisations font, et ce que les salariés voudraient voir mis en place en priorité. Par exemple, la prise en compte des attentes des clients, partenaires et fournisseurs en matière de sobriété, et le fait de produire des services et des produits utiles et de limiter les nuisances que ça peut engendrer, font partie des dimensions de la sobriété les plus appliquées par les organisations, d'après les salariés en tout cas, les plus appliquées dans leur organisation, puisque ces deux dimensions arrivent en troisième et en quatrième position. Pour autant, quand on leur demande est-ce que ce sont des aspects que votre entreprise devrait mettre en place en priorité, eh bien, ces deux dimensions-là, elles arrivent en avant-dernière et en dernière position. Et à l'inverse, là pour les lignes que vous voyez en bleu, la réduction de la consommation de l'énergie et de l'empreinte carbone, la participation des salariés aux prises de décision de l'entreprise et l'encadrement de l'écart des rémunérations, ce sont des dimensions qui sont moins appliquées par les organisations dans lesquelles les salariés qu'on a interrogés travaillent, elles sont plus en retrait, mais ils considèrent qu'elles devraient être largement prioritaires, notamment la réduction de la consommation d'énergie et de l'empreinte carbone qui arrive en première position quand on leur demande si c'est un aspect qu'ils devraient mettre en place en priorité. Donc ce que ces questions montrent, et c'est très intéressant, c'est qu'il y a quand même une différence entre ce que les organisations font en termes de sobriété et ce que les salariés voudraient voir mis en place en priorité. Et enfin, le dernier point saillant de l'étude qu'on voulait partager, elle était évidemment beaucoup plus complexe que ça, mais voilà, il fallait qu'on fasse des choix sur ce qu'on vous montre, c'est que la sobriété peut être un levier d'attractivité pour les entreprises. On a posé tout un tas de questions à ces salariés. On leur a demandé, et si l'organisation dans laquelle vous travaillez, elle adoptait le concept de sobriété, est-ce que vous éprouveriez plus de fierté à y travailler? Est-ce que ça vous inciterait davantage à la recommander? Est-ce que ça vous inciterait à y postuler? Est-ce que ça vous donnerait plus envie d'être client? Est-ce que ça attirerait plus facilement des candidats? Ben, globalement, la réponse, c'est que oui. Vous voyez que les résultats sont quand même entre 67 et 74%, mais le résultat sur lequel il faut vraiment se concentrer, c'est le taux de oui tout à fait. Vous voyez qu'on est entre 24 et 34% de oui tout à fait sur ces questions-là. Donc, pour entre un quart et un tiers des salariés interrogés, la sobriété pourrait vraiment avoir un impact fort sur leur perception, la perception de leur propre organisation ou d'une autre organisation dans laquelle ils pourraient chercher à travailler dans le cadre d'une recherche d'emploi, par exemple. Donc, les points intéressants à retenir de cette étude, donc, je le rappelle, qui s'est déroulée au mois de mai, c'est que déjà la sobriété au mois de mai, avant que ce soit un sujet dont on parlait autant dans les médias, c'était un sujet qui avait déjà émergé. Il demandait encore beaucoup de pédagogie parce que vous voyez que les résultats n'étaient pas toujours très marqués entre le oui tout à fait et le oui plutôt, mais c'est un concept qui avait déjà émergé. La mise en place de la sobriété, pareil, c'était déjà en train d'avancer. Il y avait des marges de progression, mais c'était quelque chose qui commençait déjà à être mis en place dans les organisations. Les salariés considèrent que les priorités concernent principalement la sobriété énergétique et la sobriété de production, mais la dimension sociale n'était pas du tout ignorée et fait vraiment partie de la sobriété. En tout cas, ils le considèrent. Et enfin, la dernière chose que cette étude montre, c'est que la sobriété peut devenir un levier d'attractivité et d'engagement pour la marque employeur des organisations, notamment des plus jeunes. Voilà, ce sont les principaux résultats que nous avons analysés dans notre étude. Alexandre, je vous remercie. Merci, j'allais dire, et bravo, parce qu'en fait, vous vous êtes livré dans un temps extrêmement contraint, un exercice redoutable, et franchement, je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt et même de plaisir. Donc, merci de vous être livré à cet exercice qui n'était pas simple. Alors maintenant, je vais me retourner vers Marcella et puis vers Nicolas. Voilà, on a écouté effectivement Alexandre avec beaucoup d'attention. Il nous a entraînés dans les résultats. À chaud comme ça, qu'est-ce que vous en dites? On commence par toi, Marcella. Très bien.
En tout cas, merci Alexandre pour cette présentation vraiment synthétique et très claire. À chaud, moi, ce que je dirais, c'est qu'on sait que les entreprises, sur les questions de transition écologique et sociale, les entreprises ont un rôle central à jouer. Et justement, c'est important de voir que les salariés de ces entreprises peuvent être des vecteurs de transformation. Et c'est ce qu'on voit là, hein, quand on voit que les priorités des entreprises ne font pas toujours, pas dans le même sens. Les priorités des salariés, c'est intéressant de voir qu'eux peuvent être moteurs. Ce que j'ai trouvé très intéressant, moi, c'est par rapport à toutes ces discussions qu'on a actuellement sur les questions de sobriété qui portent énormément sur les questions énergétiques, et c'est central et c'est indispensable, de voir qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi des sujets humains, hein, c'est ce que tu disais Alexandre, des sujets alors de partage de la valeur, mais aussi des sujets de prise de décision. Et ça, c'est intéressant. La sobriété, c'est pas seulement d'éteindre la lumière ou de baisser le chauffage. Et en tant que membre d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire, ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on rejoint là des valeurs de l'économie sociale et solidaire, ou au moins des priorités qui sont portées par l'économie sociale et solidaire, et qui répondent finalement, on s'en rend compte, à des attentes des salariés. Donc, je trouve que c'est d'autant plus intéressant. Voilà. Merci pour ces mots chauds. Ça montre aussi, Marcella, à quel point tu es bien dans le sujet. Hein, parce que là, tu en parles avec enthousiasme et passion. Je vais passer le témoin maintenant à Nicolas pour également une réaction à chaud. Oui, merci Claude, merci Alexandre et Marcella. Je vais m'arrêter justement sur la sobriété en entreprise, qui était le sujet du sondage. Moi, ce qui m'interpelle, ce n'est pas tellement le sentiment qui est globalement partagé que les personnes à titre individuel dans l'entreprise se considèrent sobres. Il y en a même 34% qui disent qu'ils sont complètement sobres. Ce qui m'interpelle un peu plus, c'est le 72% des répondants, même si c'est à des niveaux différents quand on rentre un peu dans le sujet, qui disent connaître le concept de sobriété en entreprise. Là, moi, ça m'a interpellé. Je trouve que c'est là où ce sondage peut permettre au Pacte civique d'avancer et d'être utile. C'est qu'en fait, nous, on travaille beaucoup sur la définition de la sobriété. C'est un travail qui ne finit pas de nous occuper. On a toujours du mal à la définir. On essaie de sortir une définition qui est justement, comme disait Marcella, sort de l'unique sobriété énergétique. Lors de nos réunions, on a même eu une experte du GIEC, Yamina Saeb, qui nous a expliqué que côté GIEC, ça avait été aussi un travail très très long que de définir la sobriété. Ça leur a pris 4 ans, disait-elle, pour tomber d'accord sur une définition acceptable par la majorité. Et je trouve que c'est là où en fait on va pouvoir continuer à travailler, en prenant les résultats de ce sondage, sur l'apprentissage de ce que c'est que la sobriété en entreprise, qui bien sûr part de ressources qui sont limitées pour des besoins qui doivent être raisonnés. Ça, c'est ce que disait Éloi Etienne, mais pas seulement. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est accompagner un changement de paradigme, pas seulement du coup par la croissance économique, mais par d'autres indicateurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui sont la santé, qui sont l'épanouissement. C'est un besoin de cohérence en fait qui ressort aussi de ce sondage pour aller vers de la justice sociale et qui passe par de la justice climatique. Eh bien, dis donc, Nicolas, toi aussi, on sent que tu es passionné et que tu as un intérêt extrêmement fort pour ce sujet-là également. Merci à tous les deux pour cette réaction à chaud. Alors, la séquence qui suit, ça va être de répondre aux questions. Je rappelle qu'on avait, dans le cadre du teasing, on avait relevé une dizaine de questions qu'on avait, entre guillemets, balancées sur Facebook et Twitter en disant à chacun réponse aujourd'hui à 12h avec nos invités. Eh bien, on va tenir parole, puisque je vais répercuter à nos trois invités, les questions qu'on avait retenues pour le teasing. Je rappelle également, si vous souhaitez poser des questions quasiment en direct, il y a un chat qui est ouvert, donc n'hésitez pas, vous mettez votre question, on me les répercute et je les poserai à l'un de nos trois invités. Première question, vous êtes prêts? Alors, la première, je vais la confier à Alexandre. Alexandre, rémunération et sobriété. Est-ce qu'on peut être pour un encadrement? Rémunération et sobriété pour un encadrement, point d'interrogation. Alors, c'est une question qu'on a posée pendant l'étude. Et globalement, oui, les salariés français sont pour qu'un écart de rémunération maximum soit mis en place. La question, telle qu'on l'a posée, on leur a demandé, d'après vous,
au sein d'une organisation, quel devrait être l'écart maximum entre la rémunération la plus faible et la plus élevée. On a précisé bonus compris. Et on a donné différentes échelles. On a donné 1 à 10, 1 à 20, 1 à 40. 1 à 10, par exemple, ça signifie que la rémunération la plus élevée d'une organisation, elle est 10 fois supérieure au salaire le plus faible. Le résultat principal, c'est qu'on leur avait aussi donné l'option de répondre qu'il ne doit pas y avoir d'écart maximum, qu'il ne doit pas y avoir d'écart de rémunération en entreprise. Les salariés français sont seulement 13% à avoir choisi cette réponse. On n'a que 13% des salariés français interrogés qui nous disent qu'il ne doit pas y avoir d'écart maximum. Ce qui veut donc dire que 87% pensent qu'il doit y avoir un écart maximum. Alors, de quel ordre après? On est sur 44% qui nous disent un écart de 1 à 10 maximum, 20% qui vont nous dire 1 à 20, 9% qui vont nous dire 1 à 40. Donc, on est pour, les salariés français sont pour que ce soit régulé, que ce soit réglementé. L'échelle, après, chacun voit midi à sa porte. Merci Alexandre, effectivement, chacun voit midi à sa porte, mais c'est vrai que cet aspect sur l'échelle est vraiment extrêmement passionnant. J'ai entendu que l'écart le plus grand est de 1 à 40. Hein. Tu ne m'as pas dit de 1 à 1000. Hein. Non, j'ai dit 1 à 40. J'ai dit 1 à 40. Bon, question suivante. Alors là, Nicolas, ça va te plaire. La sobriété en entreprise, Nicolas, pour les salariés, c'est stop ou encore? À ton avis? Bah, évidemment, pour nous, c'est encore. On voit que même si les gens ont une idée de ce que c'est, en réalité, ça n'a pas vraiment commencé. On en parle, mais on ne l'applique pas beaucoup, on l'applique peu. Alexandre faisait remarquer que depuis cet été, donc après le sondage, et dans un environnement qui était contraint, qu'on aurait tous préféré ne pas vivre, les choses ont commencé à bouger. Nous, on a clairement le sentiment qu'il faut que ça continue dans la durée et pas seulement dans un contexte de restriction de ressources énergétiques ou de guerre. Donc oui, bien sûr, la réponse, elle est simple, c'est encore et avec de l'apprentissage et de la pédagogie. Ah, tu me surprends, Nicolas. Là, vraiment, je suis très surpris de ta réponse. Bon, merci à toi. Alors, la troisième question, elle va être pour qui? Marcella, tu peux te préparer. Je vais te trouver la question qui va bien. Ah bah tiens, celle-ci, par exemple. Marcella, organisation très sobre. En tête, les salariés de l'ESS, point d'interrogation. Qu'est-ce que tu nous dis là-dessus? Eh bien, je te dirais que oui. En fait, même si la plupart des salariés sont sobres, ceux de l'ESS sont en pointe et tant mieux. Enfin, c'est pas forcément un hasard. Hein. Si on travaille dans une entreprise de l'ESS, en général, c'est qu'on l'a choisi. Si on reprend les chiffres, c'est des salariés qui sont plus sensibilisés aux questions de l'ESS. Ils déclarent un peu plus que les autres, la connaissent. Je reprends les chiffres de Via Voice. C'est 90% des salariés de l'ESS qui déclarent connaître le principe de sobriété versus 72% de l'ensemble. C'est des salariés qui sont plus prêts à passer à l'action, qui passent à l'action. Donc, 46% des salariés de l'ESS, donc près de 1 sur 2, dit adopter des comportements sobres dans sa vie personnelle, contre 1 sur 4 dans l'économie classique, on va dire, pour l'ensemble des salariés. Et ils considèrent leur entreprise comme plus sobre aussi. Donc, dans leur tête, en tout cas, ESS égale sobriété en majorité, 85% versus 66%. Donc, je dirais que c'est des salariés qui sont à la fois plus sensibilisés à ces questions-là et qui passent à l'action, notamment via leur travail et les engagements qu'ils peuvent avoir à côté. Du coup, Marcella, tu es en train de nous dire qu'en fait, désormais, on ne parlera plus d'ESS, mais de E3S, le troisième S étant sobriété. C'est ce que j'ai cru comprendre de ton... C'est ça. Nous allons proposer. C'est ce que j'ai cru comprendre de ton propos. Bon, allez, je vais retourner vers Alexandre. Alors, Alexandre, tu en as parlé tout à l'heure, mais c'est peut-être l'occasion de renforcer ce point-là, parce que ça m'avait un peu surpris, moi qui suis plus très jeune. Concept de sobriété, jeune, vieux, même position. Alors, effectivement, donc, vous l'avez déjà vu sur une des slides qu'on vous a présenté, qu'on a présenté tout à l'heure, sur la connaissance et la compréhension du concept de sobriété en entreprise. On a des résultats plus forts chez les 18-34 ans plutôt que chez les 35 ans, chez les plus de 35 ans, voire les plus de 50 ans. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé quand même, c'est une tendance qu'on a
qu'on a observées tout au long de l'étude sur les principaux indicateurs de la sobriété. C'est-à-dire, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous la comprenez? Est-ce que vous considérez qu'elle est appliquée? Est-ce que vous y croyez? La position des jeunes, elle est plus forte. C'est-à-dire les résultats sont toujours plus élevés auprès des plus jeunes par rapport aux plus âgés. Mais ça ne veut pas dire qu'on est dans une opposition. On n'est pas d'un côté, on n'a pas d'un côté les jeunes qui y croient et d'un autre côté les plus âgés qui n'y croient pas. On est globalement face à une population de salariés qui y croient, mais les jeunes y croient davantage. Ce qui est un résultat assez cohérent finalement, parce qu'on sait que sur quand même beaucoup de dimensions de la sobriété, notamment la sobriété, la partie énergétique, les jeunes générations sont de plus en plus engagées et se positionnent de plus en plus sur ces thématiques-là. Merci pour cette réponse, Alexandre. Je continue de dérouler. Je vais aller maintenant vers Nicolas, puisqu'on va parler d'efficacité, Nicolas. Sur les indicateurs de mesure de la sobriété en entreprise, est-ce que c'est vraiment efficace? Point d'interrogation. Et alors, on a tendance à y croire, à vouloir croire que ces indicateurs permettront d'être efficaces. Aujourd'hui, à part ceux qui touchent à l'empreinte carbone et aux tonnes de CO2, ils ne sont pas encore très, très définis. Donc, c'est l'occasion peut-être de faire valoir ce que Patrick Vivray appelle les nouveaux facteurs de richesse. Ça, c'est encore un idéal, mais sortir un petit peu de ce PIB roi, aller un peu plus loin que l'IDH, et puis commencer à choisir des KPI qui reste la véritable valeur de l'entreprise de demain. C'est-à-dire qu'en réalité, qui doit être l'entreprise d'aujourd'hui, qui apporte de l'utilité sociale, qui apporte du sens à ceux qui la composent, mais qui s'enrichit de manière raisonnée. Donc, tous ces nouveaux indicateurs, il reste un petit peu à imaginer. La question derrière, c'est de savoir si ces indicateurs aussi doivent être contraignants ou pas. C'est-à-dire, est-ce que vraiment on va finir par imposer des mesures de sobriété? Pareil, du point de vue du pacte civique là-dessus, il y a deux volets de sanctions. Il y a des sanctions positives, des incitations, donc aller encourager et inciter les entreprises à être plus sobres. Et puis, bien sûr, des sanctions négatives. Moi, j'ai un petit couplet sur l'une de nos locomotives à faire peut-être en conclusion qui m'a pas mal interpellé aujourd'hui. Bien, merci Nicolas. Et du coup, je prends une autre question qui est dans le même esprit, dans le même cadre, et je vais l'adresser à Alexandre. Donc, Alexandre, pour une entreprise sobre, les salariés, ils pensent quoi? Réglementation, donc contrainte, ou incitation financière? Alors, on a posé deux questions aux salariés qui déclaraient ne pas travailler dans une organisation sobre. On avait au début, vous avez vu tout à l'heure, on leur a demandé est-ce que vous considérez que l'organisation dans laquelle vous travaillez est sobre? Une partie nous a répondu non. On est allé voir plus en détail ce que ces salariés-là nous ont dit. Donc, on a commencé par leur demander ce qui empêchait l'organisation dans laquelle ils travaillaient de mettre en place le concept de sobriété. Pourquoi est-ce que l'organisation ne le met pas en place? Il y a deux freins principaux qui ont émergé pour l'expliquer. Le premier, c'est une mise en place trop coûteuse. 33%, donc un tiers de ces salariés-là, nous disent que c'est vraiment une question de coût. C'est une question de coût qui empêche leur organisation de mettre en place de la sobriété. Et le deuxième, à 31%, donc des proportions équivalentes, c'est le fait de ne pas vouloir changer ses habitudes. Après, d'autres freins ont émergé, ne pas savoir comment s'y prendre, l'impossibilité à mettre en place dans un secteur d'activité, le fait que c'est en opposition avec un objectif de croissance. Mais toutes ces réponses-là sont vraiment venues dans un second temps. Les deux freins principaux qui ont émergé, c'est la mise en place trop coûteuse et le fait de ne pas vouloir changer ses habitudes. Ce qui serait intéressant, parce que là on a interrogé des salariés, c'est de poser la même question aux dirigeants et de voir s'ils nous disent la même chose ou si on a des perceptions différentes peut-être sur la question de la mise en place entre les salariés et les dirigeants. Merci Alexandre. Un petit clin d'œil, Charles Cussot, qui m'accompagne dans l'animation de cette séquence, il me fait parvenir un petit message qui est un clin d'œil que je trouve savoureux. Jean-Baptiste de Foucault, que tout le monde connaît bien, pour avoir écrit L'abondance frugale et puis être effectivement un des cofondateurs du pacte civique. Marcella, Jean-Baptiste de Foucault considère que dorénavant, l'ESS doit se évoluer et être E3S. Voilà, donc c'est acté. Jean-Baptiste a dit oui, donc tu vois, il n'y a plus qu'à… Voilà. Alors, voilà. Merci Jean-Baptiste, merci Marcella, c'est parti. Alors, ensuite, j'irai bien sur Nicolas. On a presque épuisé nos questions. Nicolas, dis donc, une entreprise sobre, c'est plus d'attractivité pour les clients, c'est plus de fierté pour les salariés? Point d'interrogation à chaque fois.
Oui, alors là aussi, a priori, c'est sans conteste un atout. C'est très, très lié à la perte de sens quand même ces temps-ci. On a pas mal d'articles de journaux qui sont en train de mettre en avant une nouvelle tendance qui est le quiet quitting dans les entreprises. Donc, finalement, une posture où on va faire le strict minimum. On ne va pas prendre d'initiative, on ne va pas dépasser le cadre de nos feuilles de route. La limite, elle est très rapide. C'est-à-dire que c'est bien de faire son boulot, mais on travaille tous avec un besoin d'émulation. Donc, c'est vraiment lié à une perte de sens qui va peser dans les entreprises. Si on veut être plus efficace dans une organisation, si on veut être plus en phase, si on veut être plus motivé, bah, ça se verra aussi à l'extérieur. On a besoin de ce sens-là. On a besoin du coup d'être en phase avec notre projet qui est un projet personnel. On travaille, mais on a tous une vie. Et l'adéquation entre les valeurs, nos valeurs personnelles et les valeurs qu'on retrouve au boulot nous paraît sans conteste un élément indispensable pour réussir en entreprise. Donc l'épanouissement, ça se voit, ça se sent. Et donc une entreprise sobre, a priori, ça devrait permettre à ces parties prenantes d'être plus motivées, de se sentir à même de travailler sans être dans le quiet quitting. Merci Nicolas pour cet éclairage. Je vais aller maintenant vers la représentante du monde de E3S, Marcella, pour la question sur pour les salariés. Un mixte entreprise attractive, c'est quoi? C'est travail et valeurs, dont la sobriété? Point d'interrogation. Eh bien, oui. En fait, les salariés souhaitent, en majorité, et ce n'est pas très étonnant, on l'entend autour de nous tous les jours, ils souhaitent mettre en accord leurs valeurs et leur travail. On voit, trois quarts des salariés veulent vraiment travailler en accord avec leurs valeurs et la sobriété, en fait, en fait partie. Et on se rend compte, Alexandre le disait tout à l'heure, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un argument aussi pour les entreprises, dans la marque employeur. C'est indispensable de mettre ça en avant parce que demain, les entreprises ne réussiront pas à attirer les salariés si elles ne prouvent pas leur sobriété et en fait leur rapport à l'intérêt général, de façon plus générale. Merci Marcella pour cette réponse. Il me reste une dernière question. Je la donne à qui? Alexandre, tu es prêt? Eh bien, la dernière, elle va être pour toi. Les freins à la sobriété, est-ce que c'est le coût, point d'interrogation, le changement d'habitude, point d'interrogation, ne pas savoir comment faire, point d'interrogation? Alors celle-là, j'y ai un peu répondu, juste avant sur les freins. Mais ce dont on peut, les freins, c'est la mise en place trop coûteuse et le fait de ne pas vouloir changer ses habitudes. Ce sont les deux freins qui sont le plus ressortis par les salariés. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a aussi posé la question des leviers. C'est-à-dire on a demandé aussi aux salariés qui ont déclaré ne pas travailler dans une organisation sobre, ce qui pourrait inciter l'organisation à mettre justement en place des mesures de sobriété. Et là, on a deux réponses qui sont particulièrement ressorties. D'une part, la mise en place d'une réglementation assortie de pénalités en cas de non-respect de cette réglementation, 38%. Donc voilà, une mesure réglementaire, juridique et punitive. Et le deuxième levier qui est ressorti chez les salariés interrogés, c'est le coup de pouce économique de la part de l'État. C'est-à-dire que par une baisse d'impôts, par des aides, par des subventions, d'après eux, l'organisation dans laquelle ils travaillent, qu'ils considèrent ne pas être sobre, pourrait mettre en place des mesures de sobriété. Donc on est sur les leviers, on est sur le registre quand même économique, soit des pénalités économiques en cas de non-respect d'une réglementation, soit un coup de pouce en cas de bonne application. Et du côté des freins, on est sur une mise en place, a priori, qui pourrait être trop coûteuse, et le fait de ne pas vouloir changer ses habitudes. Très bien. Eh bien, merci à toi, Alexandre. On a épuisé le champ des questions. Il est en plus 12h35, donc on se dirige, comme nous en étions convenus, vers la conclusion. Avant de proposer à chacun de nos invités de dire quelques mots de conclusion, d'abord, je voulais les remercier. Merci Alexandre, merci Marcella, merci Nicolas, de vous être prêtés au jeu et d'avoir densifié ce moment partagé. Merci aussi à toutes celles et tous ceux qui ont été avec nous pendant cette demi-heure. D'ailleurs, je rappelle, ou j'en profite pour dire que toute cette matière, tous ces documents, vous les retrouverez
sur le site du Pacte civique, y compris évidemment les slides qui ont été présentés par Alexandre. Donc la vie continue, le dossier sobriété continue, il y aura une troisième séquence l'année prochaine, orientée cette fois-ci différemment, sans doute vers les collectivités locales, mais j'en dis pas plus, à suivre, on verra bien. Voilà, donc j'en ai fini pour ce qui me concerne, et donc c'est avec grand plaisir que je vais inviter chacun d'entre vous à dire un petit mot. Marcella, est-ce que tu veux bien te prêter au jeu pour commencer? Bien sûr. Eh bien, tu l'as un peu dit, Claude, en fait, ce qui nous attend, c'est demain. Et ce qui est intéressant avec ce sondage, c'est de prouver que pour les actions de demain sur l'intérêt général, par exemple en tant que fondation, toutes les structures qu'on accompagne qui œuvrent sur la transformation sociale, on a une base de convaincus sur les questions de sobriété et on a une base qui nous permettra de travailler encore mieux dans des dynamiques d'intérêt général. Donc, je trouve qu'il est important d'avoir ce genre de sondage, justement, pour savoir aujourd'hui quelle est la conviction, en fait, des populations sur les questions de sobriété, savoir qu'on peut aller encore plus loin et que, en fait, c'est déjà un bon début de savoir que les salariés sont plutôt convaincus sur les questions de sobriété. Merci. Merci, Marcella. Alexandre, à toi. Moi, j'ai été, en tout cas, nous, chez Davos, on a été ravis de travailler sur cette thématique. Donc, voilà, merci au Pacte civique de nous avoir sollicités. C'était passionnant. Quand on a vu les résultats de cette étude au premier abord, euh, on a été en fait surpris, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que 72% des salariés français qui déclarent connaître le concept de sobriété en entreprise, on s'est dit, on ne s'attendait pas à un chiffre aussi élevé. Mais en fait, quand ça va dans le sens de ce qu'on voit dans nos études depuis plusieurs années, qui est que les dimensions de la sobriété, même si on ne parle pas directement de la sobriété, mais les dimensions un peu les unes indépendantes des autres, la sobriété énergétique, l'encadrement de rémunération, la recherche de sens, euh, un peu la sélectivité, choisir vraiment l'entreprise dans laquelle on va travailler, tout ça, ce sont des thématiques, ça fait des années en fait qu'elles sont croissantes, ça fait des années qu'elles sont de plus en plus fortes et qu'il y a une demande de plus en plus forte chez les salariés de ces choses-là dans les organisations dans lesquelles ils vont travailler. Donc, on était surpris des résultats, surtout qu'ils sont quand même arrivés, je me rappelle, au mois de mai, donc avant tout le contexte actuel dans lequel le concept de sobriété, enfin le sujet de la sobriété a explosé, on peut le dire, dans les médias. Mais en fait, il était un peu destiné à exploser, puisque ce que ces résultats montrent, c'est que c'était déjà présent, c'était déjà dans l'air du temps, ça allait avancer. C'est juste que a priori, le contexte voilà, international et socio-économique actuel a mis un gros coup d'accélérateur au sujet, mais il aurait été sur le devant de la scène tôt ou tard. Merci Alexandre, j'ai bien compris qu'on allait se retrouver l'année prochaine. Avec plaisir, avec plaisir. Bon, eh bien, le mot de la fin, ce sera pour le Pacte civique, enfin ce sera surtout pour Nicolas Planty. Ouais, je vais essayer d'en faire un mot du Pacte civique aussi. Merci Claude et à nouveau merci à Alexandre et Marcella. C'était très intéressant d'échanger ensemble. Non, moi ce que je voudrais dire pour conclure, c'est parler de cohérence en fait. Ça fait la cohérence du Pacte civique là-dessus, elle prend tout son sens, même si ça fait maintenant depuis 2011 qu'on travaille sur un certain nombre de valeurs, justice, fraternité, sobriété, créativité. Ce fil rouge-là, il nous amène aujourd'hui à montrer qu'on n'a pas eu tort de travailler là-dessus. Il y a un lien, il y a un nouvel art de vivre qui est en train d'arriver. Moi, je suis assez optimiste ces temps-ci. On n'est pas en train de parler, quand on parle de sobriété en entreprise, on ne parle pas de décroissance, on ne parle pas de pauvreté. On parle clairement de réduire les inégalités pour vivre ensemble. L'inégalité, et puis ça, on peut l'appliquer un petit peu partout. On peut l'appliquer sur le climat, on peut l'appliquer sur nos équilibres vie perso, vie pro. On peut du coup l'appliquer aussi avec les autres valeurs du pacte civique. C'est assez facile de relier ces quatre valeurs, mais on pourrait dire que la sobriété a besoin de fraternité et de créativité pour être pensée et menée à la justice sociale qui passe nécessairement par la justice climatique. C'est un sujet qui peut continuer à faire en sorte de travailler ensemble et qui nous amènera à retrouver de la cohérence. Et clairement, je pense que le pacte civique, il nous accompagne là-dessus à chaque niveau, individuel, entreprise ou institution, pour nous permettre de retrouver de la cohérence.
et retrouver de la cohérence partout. C'est-à-dire qu'on essaye de le faire dans nos vies perso, on essaye de le faire dans nos entreprises. Et pour ça, on a besoin d'exemples. Et je pense que si on pouvait faire un petit appel là quand même, ce serait aussi d'avoir des exemples portés haut et fort par ce qu'on appelle un peu nos locomotives. Ce matin, j'ai entendu les résultats du 3e trimestre de Total sur France Inter. Je ne sais toujours pas, je n'ai pas fait que ça aujourd'hui, mais j'essaie de me demander comment je pourrais tourner positivement ces chiffres-là. Je n'y arrive pas. Je n'arrive vraiment pas à comprendre comment on demande à chacun de faire des efforts quand on annonce derrière tranquillement 6,6 milliards de bénéfices sur un trimestre, simplement liés à l'augmentation des prix du gaz et du GNL, donc sur un contexte clairement de guerre et de tension. Et on aimerait vraiment que ce genre d'entreprise mette cet argent à profit pour favoriser la transition écologique plutôt que pour aller creuser en Ouganda et détruire encore la planète plus avant. C'est difficile de montrer l'exemple, je trouve, quand des grandes entreprises comme Total ne nous aident pas à aller de l'avant. Donc, voilà, on peut imaginer qu'il y ait peut-être un super impôt ou autre chose, quelque chose qui permette d'utiliser cette manne pour aller vers plus de sobriété en tant que modèle social. Merci beaucoup. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. On a entendu dans vos conclusions également toute la force de votre engagement et l'enthousiasme. C'était vraiment un moment partagé que j'ai beaucoup apprécié. Merci à tous. Il est toujours difficile de se séparer, dit-on parfois. Eh bien, écoutez, je dis que là, c'est très, très difficile de se séparer, mais dans 2 secondes, je vais appuyer sur le bouton « Fin ». Merci et au plaisir de nous retrouver. Salut à tous. Bye. Merci. Au revoir. Merci.